Et nous finissons donc cette émission avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, où comme tous les mois, nous allons passer en revue un cas d'investissement avec un gérant de chez Clarton. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibaut du Pavillon. Bonjour Thibaut du Pavillon. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Donc je rappelle, vous êtes gérant chez Clarton et aujourd'hui le cas d'investissement que vous avez choisi, il s'agit de la société Wabtec. Alors Wabtec dont le métier est de fournir des locomotives, mais plus généralement des équipements pour l'industrie ferroviaire. Oui, exactement. Alors, Wabtec, c'est une entreprise qui est assez ancienne, qui a été fondée à la fin du 19e. D'accord. Par George Westinghouse, qui est la première personne à avoir inventé le frein à air comprimé pour les trains. D'accord. En fait, l'acronyme commence, la première lettre de l'acronyme, c'est Westinghouse. D'accord. Westinghouse Air Brake Technology Corporation. Exactement, voilà. C'est pas une petite boîte, elle fait 30 milliards en bourse, elle va réaliser cette année à peu près 10,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est un géant mondial, 50% d'activité aux États-Unis, 50% en dehors de leurs frontières. Et là où le dossier est vraiment intéressant, je trouve, vous allez voir dans le déroulé, ça s'impose assez facilement, c'est que c'est un acteur qui est très rentable sur des segments où il a des parts de marché qui sont dominantes. D'accord. Et c'est un cycle à la fois de remplacement et d'équipement. Alors peut-être qu'on peut en dire un mot sur son métier, le métier de l'entreprise avant de... Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un équipementier ferroviaire. Donc ce sont des gens qui vont faire, comme vous le soulignez à l'instant, fabriquer des locomotives parce que le fret, c'est grosso modo 70% d'activité, c'est 80-85% des profits. Donc c'est l'essentiel du business. Donc des profits, pardon. Ils font aussi du transport de passagers, mais c'est moins important, même si ce n'est pas anecdotique aussi. Donc le gros du business, c'est la fourniture de locomotives, soit neuves, soit en rétrofit, des équipements pour les wagons, des équipements pour guider notamment électroniques, notamment pour guider les compagnies ferroviaires. Et ils ont des parts de marché très importantes, qui tiennent d'abord une part de marché par une base installée significative. Ils ont la première base installée de locomotives au monde avec 23 000 unités. D'accord. Et aussi pour les wagons, mais je n'ai pas le chiffre en tête, donc je vous dirai une bêtise. Les deux tiers, à peu près 70% des ventes, c'est du récurrent. Donc c'est vraiment un très bon business. D'accord, ok. Ça veut dire qu'on achète régulièrement de l'équipement ferroviaire quand on est acteur du fret ferroviaire. Exactement, ce sont des pièces de rechange, c'est du service, c'est du rétrofit, comme je disais tout à l'heure, de locomotives on va garder la carcasse, mais on va changer le moteur intérieur pour qu'il soit moins gourmand en diesel, qu'ils émettent moins d'émissions, ou auquel on peut mettre à la place, par exemple, un moteur hybride. Alors, si on veut comprendre un petit peu ce marché, effectivement, on regarde ça avec notre œil européen. Le fret ferroviaire, on connaît, mais c'est pas forcément effectivement le moyen de transporter des marchandises le plus répandu. C'est pas le cas, par exemple, outre-Atlantique. Aux États-Unis, ça se développe énormément. Alors, c'est pas forcément intuitif. Dans l'imaginaire, même beaucoup de gens, le fret ferroviaire aux États-Unis, c'est sur de gros convois un peu poussifs, avec plusieurs kilomètres de wagons marchant assez lentement. Et pourtant, c'est 40% du volume, 40% du fret aux États-Unis passe par le rail. D'accord. Et le reste, évidemment, c'est beaucoup plus important pour la route. Aux États-Unis, enfin, on ne se rend pas forcément compte des distances, mais il y a 5000 km entre la côte ouest et la côte est. Vous avez on transporte tout par train. On peut transporter des matières premières comme des céréales. Ça peut être des produits, du carburant. D'accord, ça peut être des choses plus premium comme l'intermodal notamment. Alors imaginez que des camions, des super-containers des porte-containers arrivent aux portes de Los Angeles, ils sont débarqués sur des camions, et alors directement sur le terminal de Wabtec, qui met ça sur ses trains, et ça va à l'autre côté des États-Unis. Ça s'appelle aussi le Golfe du Mexique, ça s'appelle aussi Canada, etc. Ouais. Mais pour l'ordre de grandeur, il y a à peu près 240 000 km de voies aux États-Unis, c'est à peu près autant qu'en Europe, mais le territoire est 80% plus grand. Mais alors, au risque de dire une bêtise, le transport en train est aussi développé que ça aux États-Unis. On n'est pas plus effectivement sur de l'utilisation de la route et du camion, par exemple. Alors, au-delà de 2000 km, c'est beaucoup plus rentable.
20 à 30% de prendre le train. D'accord. C'est toujours le problème du dernier kilomètre à parcourir. D'accord. Okay. Et puis, il y a un sujet aussi de saturation et d'équipage pour les flottes de camions. Pour avoir aussi là un ordre d'idée, l'équivalent d'un convoi de 500 camions, c'est 6 conducteurs de locomotives pour une compagnie ferroviaire américaine. Donc il y a un intérêt à développer le fret ferroviaire et le fret ferroviaire se développe aux États-Unis. Oui, il suit grosso modo l'économie. Il y a eu un petit ralentissement, une période de marché récemment, mais on pourra en parler plus tard. Mais c'est un secteur qui est en bon essor et l'activité, en fait, ça tient aussi au fait que le secteur est complètement consolidé. Vous avez 6 grosses compagnies aujourd'hui versus plusieurs centaines, dans les années 70. Il y a eu des faillites, des regroupements et tout ce que vous voulez. Ça est organisé par l'État et aussi, ce qui n'est pas commun, c'est que contrairement à ce qu'on a en Europe, le réseau de chemin de fer appartient aux compagnies privées. D'accord, ouais. Ok. Donc effectivement, ils peuvent suivre ça de bout en bout. Et alors, si on reste un petit peu, avant potentiellement de rentrer encore un peu plus dans le cas d'investissement, si on reste sur cette utilisation du rail aux États-Unis, elle a évolué dans le temps. Il y a eu potentiellement un apport de technologie, peut-être. Alors, il y a eu un grand changement. La technologie est en train d'évoluer, mais il y a eu vraiment une révolution culturelle qui s'est opérée à la fin de la décennie 2010. Avec ce qu'on appelle le PSR. Alors, peu importe l'acronyme, mais sachez juste que jusqu'à une dizaine d'années... PSR pour Precision Scheduled Railroading, c'est ça? J'aimerais avoir votre accent, très bien. Exactement ça. Ça correspond. Auparavant, les trains de marchandises étaient affrétés un peu sur demande des clients. D'accord. Et ça a été une révolution culturelle où une compagnie, puis une deuxième, puis une troisième, puis tous ont suivi à fur et à mesure, ont eu l'idée d'instaurer des horaires fixes, un peu comme les transports de passagers. Alors ça, c'était peut-être un peu rigide, mais ça permet d'avoir des choses qui sont assez fiables. Et ça a eu un gros atout, un gros avantage pour les compagnies ferroviaires, c'est qu'elles ont optimisé à mort leurs coûts. D'accord. Par exemple, ils ont baissé d'un tiers leurs effectifs en une dizaine d'années. D'accord. Ils ont limité leur flotte de matériel roulant. Ils ont limité également une partie des infrastructures qui étaient redondantes. Donc ça avait vraiment un sens. Mais on est arrivé récemment au bout de l'exercice. Et est-ce que... oui, pardon. Oui. Je vous en prie. Non, est-ce que si on essaie de se projeter un petit peu dans les années à venir, on va voir, par exemple, le besoin en équipement en fret ferroviaire continuer à progresser, par exemple, si on revient sur le cas Wabtec et comprendre comment... Oui, bien sûr, on est arrivé... Alors, si vous voulez aller plus vite sur le réseau, il faut plus de fluidité, il faut plus de vitesse. Et il y a des contraintes qui sont en train d'arriver, des contraintes qui sont d'ordre réglementaire et des contraintes qui sont d'ordre environnemental. Aux États-Unis. Aux États-Unis. D'accord. Alors, il y a depuis début 23, vous avez l'obligation aux États-Unis d'avoir des véhicules... Enfin, les locomotives qui ont plus de 23 ans ne peuvent plus circuler sur le réseau. D'accord. Donc c'est un nœud ferroviaire qui est clé, sachant que le parc locomotive aux États-Unis c'est entre 23 et 26 ans. Alors, il y a des dérogations, s'il y a un rétrofit récent, mais grosso modo c'est ça. Et cette législation est en train de faire tache d'huile au reste du continent, au reste du territoire américain. Il y a des clients, notamment les compagnies minières, mais c'est aussi ça, on a aussi ça en Australie, qui sont engagés à réduire leurs émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement et qui sont assez en retard et qui mettent une pression assez forte sur les compagnies ferroviaires. D'accord. Et puis, il y a pour vous montrer, et puis il va falloir réinvestir pour pouvoir regagner des parts de marché. On avait... il y a une dizaine d'années, on commandait aux États-Unis quelque chose comme 500 locomotives par an. C'est une nouvelle locomotive à être. D'accord. Ouais. Et on est tombé à 300. Donc le ressort est tendu à fond, vraiment à fond. Est-ce que Wabtec est bien placé pour profiter de ce cycle que vous décrivez? Oui, tout à fait, parce qu'ils ont ils sont dans la décennie précédente, ils se sont constitués, ils se sont regroupés avec d'autres industriels. D'abord, ils ont racheté Faiveley dans les années 2015 ou 2014, je ne me souviens plus très bien. 2018, ils fusionnent avec la branche transport de General Electric. Donc, ils viennent à Mastodon, des doubles de taille à cette occasion. Et les affaires sont bonnes, mais pas absolument incroyables. Mais là, le cycle est en train de repartir. Et il repart, c'est intéressant aussi, parce que la nouvelle génération de managers qui arrive au pouvoir dans les compagnies ferroviaires, notamment américaines, veut gagner des parts de marché. D'accord. Et la gamme est assez vaste, on prend le détail, mais il y a des choses vraiment intéressantes pour leur clientèle
qui se rend compte que la rentabilité immédiate sur la nouvelle flotte, les nouveaux équipements est très importante à 2 chiffres. Donc c'est pas rien. Voilà, on vous en prie. Non, merci beaucoup Thibaut du Pavillon de nous avoir parlé donc de cette société Waptec, je rappelle, Westinghouse Airbrake Technologies Corporation. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes gérant chez Clartan. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change. Merci pour votre accueil.